Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. On nous le répète souvent jusqu'à la nausée, les Américains nous ont libérés en 44, voire même, pour les plus optimistes, en 17. Mais bon, là par contre, c'est sûrement un cancer de l'intelligence en phase terminale, je vois pas d'autre explication. Au-delà du fait que ces affirmations restent fortement à nuancer, surtout pour la seconde, 1917, franchement, nos amis d'outre-Atlantique oublient trop souvent qu'ils doivent leur propre indépendance à la France. Et oui, lors de la bataille de Yorktown en 1781, sans l'aide du corps expéditionnaire de Rochambeau et l'intervention décisive de la Marine royale, rien n'aurait été possible et les États-Unis auraient eu une histoire bien différente. Allez, c'est parti pour remettre les pendules américaines à l'heure française. Bon, la plupart d'entre vous connaissent déjà cette vérité, mais oui, la France a joué une part majeure, j'insiste bien sur majeure, dans la guerre d'indépendance américaine. Là, on ne parle pas d'une petite expédition de soutien à deux ronds, pour la forme, comme les Yankees en 1917, par exemple, mais bien d'une participation aussi importante que décisive. Car en plus du corps expéditionnaire envoyé par Louis XVI, en plus des volontaires de Lafayette, en plus du soutien de la Marine royale, la France a également formé et surtout équipé en armes et en artillerie les insurgents américains. Mais revenons-en à la chronologie des faits. La guerre d'indépendance américaine commence en 1775 et dans un premier temps, les insurgents américains se font totalement éclater par les tuniques rouges, c'est le cas de le dire. Ils ne sont pas formés, pas organisé, peu équipé. Et quand je dis éclaté, c'est vraiment éclaté. Avant Yorktown, dont on va parler dans cet épisode, les Américains n'ont remporté qu'une seule ridicule et médiocre victoire, plutôt une victoirette, je viens d'inventer ce mot, à Saratoga. Alors tout l'enjeu pour eux va être de trouver des solutions et des alliés. Ils se tournent vers l'Espagne dans un premier temps, qui leur assure de tout son soutien, mais pas trop quand même, parce que les Espagnols craignent des révoltes dans leur propre colonie d'Amérique du Sud, donc aucun soutien direct. Ils demandent aussi aux Hollandais, qui acceptent avec bienveillance, mais bon, à ce moment-là, leur marine est tout aussi éclatée que les insurgents américains. Finalement, c'est la France qui va répondre le plus favorablement et le plus concrètement. Alors, vous imaginez bien que dès qu'il est question d'enquiller du roast beef, nous, on répond toujours présent. Donc, le 6 février 1778, Louis XVI et Benjamin Franklin signent un traité d'alliance offensive et défensive entre la France et les États-Unis, avec à la clé non seulement une très grosse somme d'argent filée aux Amerlocs, 6 millions de livres, mais aussi et surtout l'envoi d'une flotte de guerre et d'un corps expéditionnaire, le tout à peu près 10 000 hommes. À côté de ça, ce qui est déjà énorme, les Français vont former et surtout armer les insurgents, notamment en artillerie, avec la toute nouvelle artillerie de Gribeauval, la magnifique, dont on va entendre parler dans les guerres napoléonienne. Donc bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit là, de la part de la France, désireuse de prendre sa revanche après la guerre de 7 ans, d'un soutien conséquent et majeur. Donc militairement parlant, on a 1. Le corps expéditionnaire commandé par le comte de Rochambeau, à peu près 6 000 hommes. 2. La flotte de l'amiral de Grasse venue des Antilles, 28 navires et 3 000 hommes. Et troisièmement, les volontaires de Lafayette déjà sur place, donc un soutien plus indirect, mais tout aussi important. Les 6 000 Français commandés par Rochambeau débarquent à Newport et font leur jonction avec les troupes de George Washington en mai 1781. Ce que veut Washington à ce moment-là, c'est marcher sur New York, mais Rochambeau ne partage pas cet avis. En effet, le comte a été informé par Lafayette que les troupes anglaises commandées par Lord Cornwallis ont pris position à Yorktown, en Virginie, à peu près 8 000 hommes à ce moment-là. Rochambeau décide alors, sans consulter Washington, unilatéralement de marcher sur Yorktown pour y rosser de l'anglois au plus vite. Et oui, ce genre de choses n'attend pas. Washington, il se retrouve donc comme un con, mais il est bien obligé de suivre, c'est quand même pas un Américain qui va dire ce qu'il faut faire aux troupes françaises. Avant de partir, Rochambeau informe l'amiral de Grasse, stationné aux Antilles, qu'il compte sur lui pour l'y rejoindre par la mer avec ses 28 navires et ses 3 000 hommes pour participer à l'opération et ainsi priver les Anglais de toute possibilité d'être secourus. Et c'est ce mouvement de la flotte de Grasse vers Yorktown qui va donner lieu à la bataille de Chesapeake. De Grasse arrive à Chesapeake le 28 août 1781. Il débarque ses troupes qui vont pouvoir faire leur jonction avec Rochambeau
et Washington. Prévenus de ce débarquement, les escadres anglaises de Hood et de Graves fondent sur Chesapeake. De Grasse laisse alors 4 vaisseaux sur place pour garder la baie et court à la rencontre des Anglais. La bataille de la baie de Chesapeake commence. C'est cette rencontre entre les deux flottes le 5 septembre 1781 qui donne lieu à une canonnade de plusieurs heures où les navires français dézinguent littéralement les mâts des navires britanniques et leur infligent de lourds dégâts et une cuisante défaite. Alors que le reste de la flotte anglaise s'enfuit, De Grasse retourne vers Chesapeake et entame le blocus de Yorktown en attendant l'arrivée de l'armée de Rochambeau et de Washington. Quand cette armée arrive à Yorktown, le 18 septembre 1781, Cornwallis et ses hommes sont totalement piégés dans la ville, sans possibilité de renfort, que ce soit par la terre ou par la mer. La bataille peut commencer. Tout d'abord, les Français et les insurgents américains s'attaquent aux redoutes et aux bastions qui protègent la ville, puis en construisent de nouvelles afin d'y placer l'artillerie, la fameuse artillerie de Gribeauval. Le 9 octobre au soir, la batterie du régiment de Touraine, bien installée, commence à pilonner la ville, ce qui surprend totalement Cornwallis qui ne s'attendait pas à la présence d'artillerie chez ses adversaires. Rapidement, la flotte de l'amiral De Grasse en fait de même et bombarde Yorktown pendant que les troupes au sol encerclent la ville méthodiquement. Le 14 octobre, l'assaut est donné. Les troupes françaises commandées par Rochambeau se lancent à l'assaut de la redoute de gauche avec interdiction de tirer un coup de feu avant d'être totalement monté sur le parapet. Il y a des règles dans la guerre et interdiction surtout de reculer. Une fois sur le parapet de la redoute, les Français s'apprêtent à charger à la baïonnette ces petits Anglais qui les attendent. Mais là, aussitôt, les Anglais se rendent. Dommage. La redoute de gauche est donc prise très rapidement, 7 minutes s'il vous plaît, tout comme celle de droite au même moment, attaquée par les Américains et Lafayette. Le revers est terrible pour Cornwallis qui envoie des parlementaires le 17 octobre et demande à pouvoir quitter la place avec armes, tambours et étendards. Mais bien sûr, ce que Lafayette refuse énergiquement en rappelant à Cornwallis que les Anglais avaient refusé cet honneur aux Américains lors de la capitulation de Charleston et donc qu'il était hors de question qu'ils reçoivent les honneurs de la guerre. Le bombardement continue donc jusqu'au 19 octobre où à midi, les Anglais capitulent. Bilan, près de 500 morts et blessés côté anglais et 7000 prisonniers, 130 pour les Américains et plus de 250 côté français. Totalement humilié par cette défaite cuisante face aux Français, certes, mais aussi à des Américains qu'il a toujours méprisés, Lord Cornwallis se fait porter malade et préfère envoyer le général O'Hara pour remettre son épée au vainqueur. Les troupes anglaises vaincues défilent dans une clairière à proximité de la ville, entre un rang de Français d'un côté, un rang d'Américains de l'autre, et au moment de remettre l'épée, le général O'Hara l'attend à Rochambeau. Consigne de Cornwallis, mais Rochambeau refuse et laisse cet honneur à Washington. Et on voit bien dans cette scène mythique la différence qu'il y a entre les Français et ce que seront les Américains plus tard. Nous, malgré le fait qu'on a une part énorme dans la victoire, une part majeure et décisive, on laisse la primauté à Washington et à son armée de pecno. Ça, c'est Rochambeau. Alors que plus tard, les Américains, ils vont pas se gêner pour s'attirer tous les lauriers sur eux. Enfin bref, c'est une victoire totale pour les Franco-Américains. Louis XVI a bien eu sa revanche sur la guerre de 7 ans sur les Anglais, même si cette expédition a été très coûteuse et qu'il le payera cher. Sa passion pour la marine nous a plutôt bien servi à ce moment-là, il faut le dire. À Yorktown, Cornwallis capitule avec le quart des troupes britanniques engagées en Amérique, ce qui entraîne une défaite inévitable dans cette guerre. Et c'est ainsi que la France est à l'origine pour une large part de l'indépendance et donc de l'histoire américaine. Après, bonne ou mauvaise chose, ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui est sûr, et ce qu'on ne nous enlèvera pas tant qu'on en parle, justement, c'est pour ça que je le fais, c'est qu'à ce moment-là, on a fait le boulot et on l'a bien fait.